Je vous le disais en vitrine, comme à Mouila et OIM, l'école provinciale d'action sanitaire et sociale de Makoko doit rouvrir ses portes cette année. Un engagement pris par le ministre de la Santé qui s'est rendu sur place pour s'assurer de l'avancement des travaux de réhabilitation et d'extension. L'accompagner sur le terrain, Nathalie Oké et Chélie Manéa. La réouverture des écoles de santé cette année est un engagement du chef de l'État. Comme à Mouila et à OIM, le ministre de la Santé est allé évaluer le niveau d'accélération des travaux de l'école provinciale d'action sanitaire et sociale de Makoko. De se rendre compte de l'évolution des travaux parce que nous avons dit à l'entreprise qu'il faut que au plus tard en fin août le projet soit bouclé, tout soit bouclé, équipé parce qu'il n'y a pas de raison que la rentrée ne se fasse pas en début octobre prochain. Et là, c'est avec satisfaction que nous remarquons que les travaux ont considérablement évolué. Je pense que la phase d'équipement va commencer. Nous avons de nouveaux logements, notamment pour le responsable de l'établissement, de nouveaux bureaux, de nouveaux bâtiments construits pour les élèves et les aires de jeu. Il y a un minimum pour l'épanouissement de la jeunesse gabonaise dans le domaine de ceux qui ont embrassé les carrières de la santé. Des nouveaux bâtiments construits et d'autres rénovés pour abriter des salles de cours, de laboratoires, un amphithéâtre, des logements d'astreinte et un plateau sportif. Initialement endossés par un financement de partenariat, ces travaux sont passés sous financement de l'État. Avec ce financement extérieur, le chef de l'État m'avait instruit de faire autrement, de regarder dans les financements de l'État. Et on est allé sur cette voie avec une entreprise gabonaise. Et je pense qu'au stade où on en est, c'est vraiment une fierté. Je pense que ça va être la plus belle école de santé. L'école provinciale d'action sanitaire et sociale accueillera à l'ouverture les 100 étudiants admis au dernier concours de l'INFAS. Au village Tchongorové, dans le département des Timboué, les populations bénéficient d'une opération de consultation médicale gratuite. La caravane se déroule dans l'ancienne structure très vétuste en attendant d'intégrer le nouveau centre médical construit par la société pétrolière Perenco. Sur place, Jean-Augustin Ziengui et Michel John Boudégan. Les populations de ce village éloigné de la voie principale se sont rendues vers cet espace qui croupit sous le poids de la vétusté pour l'opération de vaccination des enfants, mais aussi des consultations médicales gratuites. Depuis le matin, nous sommes pratiquement au 5e cas. Nous avons eu un cas de syndrome grippal, un cas de gastro-entérite, un cas d'otite chez un enfant de 2 ans, et un cas de rhumatisme. Et donc l'affluence est là, donc on est là jusqu'au moment où on terminera les derniers malades. Mais travailler dans cette structure complètement délabrée ne sera plus désormais qu'un vieux souvenir. En effet, grâce à la participation active de la société Perenco à l'amélioration de la santé des populations locales, dans le cadre du FDCL, vient de bâtir un centre de santé et un logement moderne. C'est vraiment un sentiment de satisfaction de voir cette case de santé qui a été construite. Nous avons constaté vraiment avec beaucoup de cœur serré l'ancien bâtiment qui était vraiment pas adapté. Et là, c'est une occasion pour la population de Tchongorové d'avoir un accès aux soins favorable avec un bâtiment moderne pour les populations, en sachant que le centre médical d'Omboué, qui est la structure de référence dans le département des Timboué, est à pratiquement 2 heures de là où nous nous trouvons. Reste désormais l'équipement complet de cette unité sanitaire pour le bénéfice des populations qui éprouvent d'énormes difficultés à se soigner. Un engagement a été pris dans ce sens par la commission en charge de ces projets communautaires. À Libreville, le SAMU social a récemment lancé une caravane de circoncision à travers la capitale avec pour but principal de soulager certaines familles butées. Mais pourquoi doit-on circoncire nos garçons? Y aurait-il un âge pour exécuter cette pratique? Autant d'interrogations qui ont conduit nos reporters Alpha Ndombi Moussavo et Jean de Dieu Mambundo auprès des professionnels de santé, anthropologues et même des religieux pour discuter de l'importance de la circoncision. On regarde. La circoncision, une opération importante chez les hommes, elle permet à la junte masculine de s'épanouir sur le plan de la sexualité et s'immuniser contre certaines pathologies.
Cette caravane organisée par le SAMU social est donc l'occasion pour les familles dont les enfants garçons ne sont pas encore circoncis d'en profiter. Il y a le côté sensationnel, le côté sensationnel parce qu'avec le prépuce, on ne peut pas présenter toutes les sensations. Ça évite des infections urogénitales de l'enfant. Les anthropologues et hommes de Dieu mesurent la dimension sacrée de cette pratique. La première orientation amène à ce que le circoncis apparaisse désormais comme une nouvelle personne dans la société. L'approche anthropologique démontre que lorsqu'on procède à ce rituel, c'est pour permettre aux jeunes de passage de l'âge mineur à l'âge adulte. Dans la nouvelle alliance, la circoncision, c'est la séparation avec les mondes du péché. Le fait de devenir une nouvelle créature en Christ, Dieu nous sépare avec le monde, c'est ce qui nous donne la vie éternelle. Pour les parents, la circoncision est plus qu'indispensable. C'est la tradition, il faut qu'il soit un homme et tout, c'est un peu ça. C'est une étape obligatoire pour tous les hommes. De passer par la circoncision, en fait, de le rendre homme, quoi. Cette étape constitue un exercice pour le jeune garçon, car pour la vitalité des hommes, c'est une nécessité. Campagne de sensibilisation sur le VIH-Sida auprès des forces de police nationales, notamment les femmes, y compris les épouses. Cette pandémie qui continue à faire des ravages, il est important de rappeler à tous la nécessité de se faire dépister et de suivre son traitement en cas de contamination confirmée. On voit tout cela avec Patricia Lili-Molé et Syria Caris. La lutte contre le sida mobilise le plus grand nombre, à savoir les femmes, lesquelles doivent être mieux informées sur les risques d'infection au regard de leur vulnérabilité. C'est donc dans cette optique que les femmes des forces de défense nationale ont bénéficié des rudiments à même de les édifier sur cette pandémie. En milieu militaire, nous avons beaucoup de personnes qui sont contaminées par le VIH-Sida. Donc il fallait sensibiliser, rappeler aux uns aux autres l'importance de la connaissance sur la maladie. C'est une question de santé nationale et qui puisse être internationale. On était sur le 3,95 parce que sur le 3,95, c'est de rappeler les objectifs de l'OMS sur la prévention, la sensibilisation et le traitement. Le VIH-Sida, véritable problème de santé publique à l'échelle mondiale, la femme paye le lourd tribut, aussi il importe de ne pas être dans le déni. Il est très important pour chacun de nous qui avons un parent qui souffre de ça ou encore un collègue qui souffre de ça, de le faire réaliser, de le faire comprendre que ça existe vraiment. Parce qu'en général, on parle de la sorcellerie, mais c'est une maladie qui existe réellement. Loin d'être éradiquée, un rappel à toutes les femmes demeure nécessaire. Comme le temps a passé, les gens pensent que cette maladie aussi s'est estompée, alors que c'est encore là. Donc il fallait qu'on rappelle à tout le monde que la maladie est toujours là et que la sensibilisation est toujours nécessaire. Je pense que ce soir, les femmes qui sont venues sont réparties avec une connaissance et avec une idée de ce qui se passe aujourd'hui. La sensibilisation reste certes très importante, mais un dépistage précoce du VIH permet de recevoir un traitement si on est séropositif au VIH ou de se protéger si l'on est séronégatif au VIH. Pendant ce temps, le ministre de la Santé lançait ce week-end le processus sur les enquêtes entomologiques et la lutte antivectorielle dans les grands bassins versants de Libreville. Première étape, la vallée Sainte-Marie. On fait le point avec Sheila Mebalé et Guy Serge Dizambo. Elle a bel et bien démarré l'opération de lutte antivectorielle dans le Grand Libreville. Débutée par la vallée Sainte-Marie qui abrite le bassin d'Arambo, le chef de quartier se satisfait du démarrage de ce processus qui va permettre en cette période de saison sèche d'être à l'abri des piqûres des moustiques. L'équipe est la bienvenue, même si ce n'est pas pour exterminer, mais quand même ça va nous soulager tant soit peu. Mais en général, ce que je fais le plus souvent, c'est que quand j'ai un peu d'argent, je paye les enfants près de 100 000 francs pour curer le canal. L'Institut d'hygiène et d'assainissement qui mène cette opération souhaite l'étendre dans tout le pays. Comme vous le savez, le ministre de la Santé a lancé récemment le processus à travers l'atelier sur les enquêtes entomologiques et la lutte antivectorielle dans les grands bassins. La vallée Sainte-Marie a été choisie parce qu'il y a des bassins versants ici, mais également parce qu'il y a une population suffisamment importante
Et nous devons promouvoir justement la santé préventive à travers ce type d'action de lutte antivectorielle. Nous sommes engagés à promouvoir cette lutte antivectorielle non seulement dans les quartiers de Libreville, mais également prochainement à l'intérieur du pays. Cette opération de lutte antivectorielle devra être également un moyen de sensibiliser les populations sur l'insalubrité qui arpente les domiciles et les bassins versants afin de lutter efficacement contre les maladies vectorielles, notamment le paludisme.